Deuxième partie. Le rapport souligne aussi que l'acceptation des demandes de l'Assemblée élue par le gouverneur entraînerait immédiatement le soulèvement du parti anglais, et puisque ce seraient eux les agresseurs, il faudrait que l'armée se batte d'abord contre ses propres sujets natifs des îles. Bataille de 1837. Après le rejet des demandes de réforme, une série d'assemblées publiques par les chefs du parti patriote enflamme les passions durant l'été de 1837. Elle culmine par une assemblée à Saint-Charles, sur Richelieu le 23 octobre. Les affrontements débutent, le 6 novembre par une échauffourée entre les membres des groupes paramilitaires des deux camps, soit les gens du Doric Club et ceux de la Société des Fils de la Liberté. Il y eut 3 affrontements d'importance soit à Saint-Denis, Saint-Charles et à Saint-Eustache. Les patriotes réussirent à défaire les troupes et milices britanniques à Saint-Denis le 23 novembre, mais la victoire ne fut que de courte durée, car, peu entraînées et mal équipées, les forces insurgées ne faisaient pas le poids face aux forces militaires coloniales britanniques, plus nombreuses et mieux préparées. C'est ainsi que les rebelles furent vaincus le 25 novembre à Saint-Charles, puis le 14 décembre à Saint-Eustache. La loi martiale fut décrétée. Il y eut des arrestations par centaines. Plusieurs patriotes s'enfuirent aux États-Unis. La bataille de Saint-Denis. La bataille de Saint-Denis est un combat livré le 23 novembre 1837. Elle opposa les 200 patriotes du docteur Alfred Nelson aux 300 britanniques de Sir Charles Gore, et prit fin avec la victoire des patriotes. Cette bataille fut l'unique succès remporté par les patriotes lors de ce conflit. À la mi-novembre 1837, les Britanniques décident de lancer l'armée contre les patriotes et ordonnent d'arrêter leur chef. Sous la conduite de Thomas Toro Brown, de Montréal, les patriotes du comté de Richelieu s'emparent du manoir du seigneur Pierre de Barsk et l'entourent de fortifications, pendant qu'à Saint-Denis, ils se regroupent autour de Alfred Nelson. 2 détachements de l'armée viennent de Montréal pour attaquer Saint-Charles. L'un, sous le commandement du colonel Ouétral, prend la route du sud par Chambly, et l'autre, commandé par le lieutenant-colonel Gore, prend la route du nord par Sorel. Après avoir marché toute la nuit pour un temps affreux, les troupes de Gore arrivent à Saint-Denis le matin du 23 novembre et attaquent les rebelles retranchés à l'autre bout du village, à l'endroit où se trouve la maison Saint-Germain. Les murs de la maison Saint-Germain, Charles Saint-Germain meurt lors de ce combat, résiste à l'attaque de l'artillerie et ses occupants sont bien placés pour tirer par les fenêtres sur les troupes exposées. Gore doit ordonner la retraite, vers 15 h quand les renforts des patriotes assiégés commencent à affluer dans les villages voisins et menacent de lui barrer la route de Sorel. La bataille de Saint-Charles. Le 25 novembre 1837. L'armée britannique est déterminée à écraser la résistance patriote. Le sort de la rébellion dans le Bas-Canada se joue à Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. 250 patriotes sont retranchés derrière une barricade autour du manoir seigneurial. Le colonel Ouétral se prépare à les attaquer avec 425 soldats venus de Fort Chambly. Jean-Philippe Boucher-Belleville, journaliste et enseignant, fait partie des insurgés. Dans son journal, il raconte « Nous étions parfaitement sur la défensive et la question, pour nous se réduisait à celle-ci, devions-nous livrer sans défense nos propriétés, nos femmes et nos enfants à des barbares qui venaient, non pour faire respecter les lois, mais porter le fer et le feu chez nous, et s'enrichir par le pillage ?» Comme à Saint-Denis, la plupart de nos braves bonnets bleus montrèrent un zèle et une intrépidité qui n'auraient pas manqué de faire décider la victoire en notre faveur. Les femmes même avec coudes et des bagues faits des cartouches. Des vieillards et des enfants voulurent partager les dangers du combat. La bataille de Saint-Charles se termine dans un bain de sang. 150 patriotes meurent au combat tandis que 30 soldats anglais sont tués. Louis-Joseph Papineau, Alfred Nelson, Jean-Philippe Boucher-Belleville et des centaines de patriotes fuient la vallée et se réfugient aux États-Unis. D'autres sont capturés et emprisonnés à Montréal, au pied du courant, dans des conditions difficiles. La bataille de Saint-Eustache. La bataille de Saint-Eustache eut lieu le 14 décembre 1837. Au matin du 13 décembre, les troupes anglaises avaient quitté Montréal pour le comté de Deux-Montagnes sous le commandement du général Colborne en personne.
Elles tentèrent de traverser la rivière d'Émilie à environ 5 kilomètres en aval de Saint-Eustache, après avoir essuyé quelques coups de feu durant leur approche. Selon John Colborne, commandant en chef des forces armées dans les colonies du Haut et du Bas-Canada, les chefs rebelles du comté des Deux-Montagnes Girouard, Giron, Kenyé, Masson et Chartier étaient les plus actifs de la révolte, et mieux préparés à une résistance armée que leurs compatriotes du Richelieu. Le 14 décembre, à la tête de plus de 1200 soldats et volontaires, le général John Colborne se lance à l'attaque de la localité. Les patriotes sont barricadés à l'intérieur du couvent, du presbytère et de l'église locale. Jean-Olivier Kenyé, devenu commandant en chef de la résistance, se réfugie avec 300 patriotes dans l'église. Il donne l'ordre de résister le plus longtemps possible. À 11h15, les patriotes sonnent le tocsin qui annonce au village l'arrivée de l'ennemi. Jean-Olivier Kenyé, à la tête des 200 hommes, va à la rencontre des Britanniques sur la glace. À ce moment, les patriotes reçoivent la mitraille des troupes de Colborne alors situées à moins d'1 kilomètre du village sur la rive nord. La retraite se fait aussitôt vers le village où il ne reste qu'environ 250 personnes. Amur et Giron et Jean-Olivier Kenyé placent donc leurs hommes dans le couvent, le presbytère, l'église et le manoir seigneurial, qui forment ensemble la meilleure infrastructure de défense, tandis que d'autres se postent dans d'autres demeures avoisinantes. Disons qu'il allait tenter de retenir les fuyards, Giron partit à cheval en direction de Saint-Benoît où il fut reçu en déserteur par Girouard et les frères Masson. Quoi qu'il en soit, il se suicidait d'une balle dans la tête 3 jours plus tard. À Saint-Eustache, Kenyé, qui a pris les commandes des insurgés, s'était retranché dans l'église avec une centaine d'hommes. Conscient que certains de ses compatriotes enfermés dans l'église n'avaient pas d'armes, il leur répondit « Soyez tranquilles, il y en aura de tués et vous prendrez leurs fusils. » Vers midi, le village entier est encerclé sur 5 kilomètres par l'armée britannique. Pendant une heure, les bombardements se poursuivent sur les principaux édifices où sont retranchés les insurgés, mais sans résultat significatif. À 1h, Colborne fait placer un de ses obusiers dans la grande rue pour enfoncer les portes de l'église, mais le feu nourri des patriotes l'oblige à se replier. Un groupe de soldats réussit à pénétrer dans le presbytère et à y mettre le feu. Par la suite, le même sort devait attendre le couvent et le manoir seigneurial. Il ne reste plus que la gigantesque église qui résiste toujours aux Britanniques. Passé de justesse entre le feu des patriotes, un groupe de soldats réussirent à pénétrer dans l'église. Ils allumèrent rapidement un feu derrière l'autel. Se tenant pour la plupart dans les jubés, les rebelles qui voulaient fuir n'avaient pas d'autre choix que de sauter par les fenêtres. Voyant que tout espoir était perdu, Kenyé réunit ses hommes les plus braves et, ensemble, ils décident de sauter par les fenêtres. En mettant les pieds à terre, la plupart des patriotes sont immédiatement atteints. Kenyé tue alors qu'il tente de résister, atteint par 2 balles en pleine poitrine. Vers 4h30, le village de Saint-Eustache est en flammes. Les volontaires loyalistes sont responsables de l'incendie d'une 50aine de maisons sur les 65 qui sont brûlées. Les autres étant le fruit des soldats britanniques. La plupart des résidences du village sont victimes du pillage par les soldats et les volontaires. Près de 70 patriotes ont trouvé la mort dans la bataille de Saint-Eustache, ainsi que 10 soldats anglais. Bataille de 1838. Robert Nelson et ses partisans, après l'insurrection manquée de 1837, se sont réfugiés aux États-Unis. Ils y organisent 2 invasions en 1838. Une première invasion du Bas-Canada est tentée le 28 février. Les 6 ou 700 rebelles, commandés par les docteurs Côté et Nelson, quittent le Vermont dans le but de traverser la frontière. Arrivés au lieu de campement, situé à 1 mille de la frontière, les rebelles proclament Robert Nelson président de la République du Bas-Canada. Ce dernier lit sa déclaration d'indépendance du Bas-Canada qui pose des revendications très progressistes pour l'époque. Le Bas-Canada est autoproclamé république indépendante et le peuple est déclaré absous de toute allégeance à la couronne britannique, jette les bases du nouvel État, séparation de l'Église et de l'État, droits égaux pour les Blancs et les Autochtones, abolition du régime seigneurial, liberté de presse, égalité des langues françaises et anglaises, etc.
Malheureusement pour les rebelles, le gouvernement américain, sous les pressions britanniques, a décidé de rester neutre et de ne pas permettre qu'une telle invasion utilise son territoire comme sanctuaire. Nelson et Côté sont donc refoulés à la frontière et arrêtés pour violation de la neutralité. Ils sont amenés en cour puis relâchés. À la suite de cette tentative d'invasion manquée, ils forment une organisation militaire du nom des Frères Chasseurs.